Le 20 mai 1999, dans la petite commune de Montfort, située dans le département du Gers en France, un quadruple meurtre brutal a secoué non seulement cette région tranquille, mais aussi l'ensemble du pays. Ce crime, souvent surnommé l'affaire du siècle, reste aujourd'hui encore entouré de mystères et de controverses. Cette tragédie, qui a marqué à jamais les habitants de la région, est devenue l'une des affaires criminelles les plus complexes et médiatisées de l'histoire moderne. Ce documentaire explore les circonstances de ce drame, les personnages impliqués, les enquêtes menées, ainsi que les nombreuses questions restées sans réponse malgré les années écoulées. Artie van Hulst, un chef d'entreprise néerlandais de 50 ans, avait décidé avec sa femme Marianne, également âgée de 50 ans, de quitter leur vie trépidante aux Pays-Bas pour s'installer dans une maison de campagne française. En novembre 1998, ils avaient acheté la Boupillière, une ferme isolée nichée au cœur de la campagne gersoise. Cette grande demeure en pierre blanche symbolisait leur rêve de retraite paisible. Avec eux se trouvaient leurs proches, Johan Nieuwenhuis, 61 ans, le beau-frère de Marianne, et son épouse Dorothea Nieuwenhuis, 61 ans. Ces deux couples formaient une unité soudée, partageant des moments de bonheur et des projets communs. Leurs amis et voisins les décrivaient comme des personnes charmantes et respectueuses, toujours prêtes à aider autrui. Cependant, ce tableau idyllique allait basculer dans l'horreur le jeudi soir du 20 mai 1999. Le samedi 22 mai 1999, Henry Weijmans et Wilhelmina Peters, deux amis hollandais résidant à proximité, étaient invités à dîner chez Artie et Marianne van Hulst. Vers 18h, ils arrivèrent à la Boupillière, mais furent immédiatement intrigués par l'atmosphère inhabituelle. Les volets étaient tirés, le téléphone était débranché, et l'électricité semblait coupée. Inquiets, ils entrèrent dans la maison et découvrirent rapidement une scène cauchemardesque. Dans la cuisine, le corps de Johan Nieuwenhuis gisait face contre terre, poignardé 16 fois, dont 5 coups mortels. Dans une chambre du rez-de-chaussée, ils trouvèrent Dorothea Nieuwenhuis, égorgée. Plus tard, dans une autre pièce du premier étage, les gendarmes découvrirent Marianne van Hulst, également assassinée de manière atroce. Mais ce n'était pas tout. 1 heure après, un 4e cadavre fut retrouvé dans un atelier au rez-de-chaussée. Celui d'Artie van Hulst, vêtu d'un bleu de travail et abattu de 4 coups de fusil. Les 3 premières victimes portèrent des traces de ligotage et de bâillons, signe qu'elles avaient été torturées avant leur mort. Dès le lendemain, une 50aine d'enquêteurs investirent la scène de crime. L'autopsie ne permit pas de déterminer précisément l'heure des meurtres, mais divers indices suggéraient que ces crimes avaient eu lieu dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mai. Les médias locaux et nationaux s'emparèrent rapidement de l'affaire, qualifiant les actes de sauvagerie et de barbarie. De nombreuses hypothèses furent avancées. S'agissait-il d'un crime commis par des rôdeurs opportunistes ? Ou bien ces meurtres avaient-ils été planifiés de longue date ? Un scénario particulièrement inquiétant émergea. Celui d'un tueur en série allemand nommé Didier Zurweim, évadé d'une prison allemande depuis décembre 1998. Certains témoignages placèrent cet homme dans la région, alimentant ainsi la théorie selon laquelle il pourrait être responsable des crimes. Cependant, cette piste serait rapidement abandonnée après son arrestation en Allemagne. Au fil des jours, l'enquête se concentra sur un individu travaillant régulièrement chez les Van Hulst. Kamel Ben Salah, un jeune homme de 35 ans, originaire du Gers. Employé à temps partiel aux espaces verts de la mairie de Saran, Kamel cumulait plusieurs petits boulots pour subvenir à ses besoins. Il avait accepté de travailler au noir chez les Hollandais, afin d'arrondir ses fins de mois. Le 23 mai, Kamel Ben Salah fut interrogé par les gendarmes. Il affirma avoir vu les victimes vivantes pour la dernière fois, affirmant même qu'il se trouvait encore dans la maison lorsqu'elles étaient rentrées du restaurant où elles avaient dîné. Bien qu'il soit initialement relâché, ces déclarations contenaient de nombreuses incohérences, suscitant les soupçons des enquêteurs. Le 24 juin,
Kamel Ben Salah fut arrêté et incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen. Mis en examen pour assassinat, acte de barbarie, tentative d'escroquerie et vol, il clama dès le début son innocence. Pourtant, un faisceau de présomption pesait lourdement contre lui. 2 empreintes digitales relevées sur du ruban adhésif utilisé pour ligoter les victimes. Des traces d'ADN mêlées à celui des victimes sur certains objets. Sa présence géographique coïncidant avec les utilisations frauduleuses des cartes bancaires des victimes. Selon la version officielle, Kamel Ben Salah aurait tué Artie Van Hulst après une altercation liée au vol de cartes bancaires. Pris dans un engrenage meurtrier, il aurait ensuite assassiné les autres membres du groupe à leur retour, torturant certaines victimes pour obtenir les codes secrets des cartes. En mars 2002, Kamel Ben Salah comparut devant la cour d'assises du Gers, défendu par 2 célèbres avocats, me Gilbert Collard et me Édouard Martial. Il continue de nier toute implication dans les meurtres. Malgré cela, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Pendant le procès, Kamel adressa une allocution émouvante aux enfants des victimes. « Je compatis à votre douleur, je vous présente mes condoléances. Aucune personne ne mérite de mourir avec une mort aussi horrible. J'ai volé, j'ai dealé, j'ai menti, mais ça ne fait pas de moi un assassin. Je suis innocent. » Malgré ces dénégations, la justice considéra qu'il existait suffisamment d'éléments à charge pour le condamner. Les parties civiles, quant à elles, exprimèrent leur soulagement après cette décision, affirmant leur confiance totale dans le système judiciaire français. Malgré cette condamnation, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment un seul individu aurait-il pu perpétrer ces crimes avec une telle violence et une telle précision ? Pourquoi aucune arme du crime n'a-t-elle été retrouvée ? Les analyses ADN ont-elles vraiment confirmé la culpabilité de Kamel Ben Salah ? Existe-t-il un complice ou un commanditaire que l'enquête n'a jamais identifié ? Certains observateurs, notamment l'avocat de Kamel Ben Salah, me Édouard Martial, soutiennent que la justice a fabriqué un coupable pour clore rapidement une affaire hautement médiatisée. Ils pointent du doigt les failles dans les preuves présentées et regrettent l'absence d'un scénario cohérent expliquant tous les aspects des crimes. Les enquêteurs ont effectué des recherches approfondies pour relier Kamel Ben Salah au crime. Voici quelques points clés. 1. Les empreintes digitales. 2 empreintes sur du ruban adhésif trouvé dans la maison semblaient correspondre à celles de Kamel Ben Salah. Cependant, certains experts soulignent que ces empreintes n'étaient pas irréfutables, car Kamel travaillait fréquemment dans la maison et pouvait y avoir laissé des traces auparavant. 2. Les opérations bancaires. 45 transactions litigieuses ont été réalisées avec les 8 cartes bancaires des victimes. Chaque fois que ces cartes ont été utilisées, Kamel Ben Salah était géographiquement proche des lieux concernés. Cela constitue un élément fort contre lui, bien que cela ne prouve pas nécessairement qu'il ait commis les meurtres lui-même. 3. L'arme du crime. Aucun fusil ni aucun couteau lié au crime n'a jamais été retrouvé. Cette absence laisse planer des doutes sur la version officielle des faits. L'affaire a suscité de nombreuses réactions en France et aux Pays-Bas. Les familles des victimes ont exprimé leur soulagement après la condamnation de Kamel Ben Salah, tandis que certains défenseurs des droits humains et journalistes ont critiqué le manque de transparence dans l'enquête. En 2010, un article publié dans Sud-Ouest Dimanche soulignait les zones d'ombre de l'affaire. L'avocat de Kamel Ben Salah, me Édouard Martial, déclarait alors « On a fabriqué un coupable et on y a cru. La tuerie de Montfort reste une énigme judiciaire. » Pour sa part, l'avocate des parties civiles, Me Jacoba de Yongdunand, affirmait « Kamel Ben Salah est bien l'auteur de ces horribles assassinats, et c'était à lui de dire qui étaient ses complices. Le dossier est clos, 25 ans après les faits. La tuerie de Montfort reste une affaire complexe et fascinante. Bien que Kamel Ben Salah ait été jugé et condamné, certains doutent encore de sa culpabilité. Cette affaire met en lumière les limites du système judiciaire lorsqu'il est confronté à des crimes particulièrement odieux et médiatisés.
Elle nous rappelle également que, même dans les endroits les plus paisibles, le mal peut surgir de manière imprévisible. Les habitants de Montfort, aujourd'hui encore, portent en eux les cicatrices de cette tragédie. Et pour beaucoup, la vérité complète sur ce quadruple meurtre reste enfouie dans les brumes du passé.